Bonjour à tous, bonjour, merci de nous rejoindre ce matin pour ce nouveau rendez-vous qui s'appelle POC Story. Donc, je suis accompagnée de Florent Detroy. Avant de laisser la parole à Florent et le laisser se présenter et le laisser présenter POC Média, je vais juste faire un petit rappel sur ce qu'est Cap Digital pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Donc Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité, l'un des plus gros pôles rassemblant des innovateurs, donc un gros pôle positionné sur toute la France et également avec des actions majeures à l'Europe. On est là aujourd'hui pour parler un peu plus des projets de R&D que l'on accompagne chez Cap Digital, pour mettre en lumière un des plus beaux projets de R&D qu'on a accompagné chez Cap Digital. Donc juste pour mémoire, Cap Digital accompagne environ, depuis sa création, depuis bientôt 16 ans, environ plus de 1600 projets de R&D qu'on accompagne, que aussi on labellise et qu'on aide à aller chercher du financement public. Donc voilà, donc sur ces un peu plus de 800 projets labellisés, on reviendra sur ce projet Effigie qui a rassemblé un beau consortium avec Thales, Athème évidemment, le laboratoire de Rennes, dont on va parler juste après. Donc Florent, je te laisse présenter POC Média et ensuite je laisserai la place à nos intervenants. Bien sûr, merci Jennifer. On va, bien sûr, je vais vous présenter le média. 3 mots sur POC Story. En fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire donc, pour ce nouveau rendez-vous? Donc, POC Story, c'est un rendez-vous pour revenir sur un projet collaboratif. L'idée, c'est d'éclairer, de mettre en lumière tout ce qui se passe dans la recherche publique-privée, recherche partenariale, comme on peut aussi l'appeler, donc avec les protagonistes d'un projet, revenir sur l'origine, le déroulement de cette collaboration et surtout ses résultats en termes à la fois technologiques mais aussi économiques. Qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise? 3 mots sur POC, mais 2 mots sur POC Média, je serai rapide. POC Média, on est un nouveau média sur la recherche publique-privée, sur le transfert de technologie. Donc on suit rapidement, on suit l'actualité des projets collaboratifs et puis également les stratégies des acteurs de la recherche. L'idée, c'est vraiment de fournir un outil qui facilite les collaborations. Et dans cette mission-là, on a trouvé une convergence de vues avec Cap Digital. L'idée, c'est qu'on veut tous les deux, nos deux structures, montrer ce qui peut se faire avec la recherche publique, quel est l'intérêt, les opportunités offertes par la recherche publique. Donc, c'est de cette de convergence qu'on a créé POC Story. Donc le premier rendez-vous qu'on a choisi, ou premier projet qu'on a choisi d'illustrer, c'est le projet Effigie. Donc Effigie, c'est bien sûr un acronyme. On reviendra avec les 2 auteurs qui vont nous rejoindre bientôt, les 2 protagonistes qui vont nous rejoindre. Donc c'est un acronyme pour présenter, qui montre ce que la recherche publique a pu faire avec un consortium d'entreprises. Le consortium d'entreprises, il est assez nombreux. On a 5 entreprises, un intervenant qui nous rejoindra et qui représentera la société Athème. Et il s'est associé à un laboratoire, l'IETR, donc l'Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes, dont également un protagoniste nous rejoindra pour présenter le projet. Peut-être qu'on peut commencer? Alors, juste avant qu'on commence Oui. Que les protagonistes arrivent sur scène, juste vous rappeler quelques règles pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat, dans l'onglet chat que vous avez sur vos écrans pour vous présenter, pour interagir entre vous ou avec nous. Et puis, vous avez juste à côté un onglet questions. Donc, si vous avez des questions à poser, il y aura un temps de questions à la fin de la session où vous pourrez évidemment poser vos questions et puis vos questions seront posées en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions bien dans cet onglet questions. Si vous les posez dans le chat, on les verra pas. Donc voilà pour les règles. Je les poserai soit dans le cours de la discussion, si ça a vraiment un intérêt d'éclairer un point précis, sinon on garde ces questions pour la fin, dans une petite heure à peu près. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser ma place et bon webinaire et à tout à l'heure. Merci.
Donc tout de suite, j'invite Michael Rollet, donc CTO de Atem, et Wassim Hamidouche d'INSA Rennes, enseignant-chercheur à INSA Rennes et chercheur au sein de l'IETR. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bon, merci de vous être d'une part levé tôt pour nous rejoindre de Rennes et nous rejoindre en plateau. On va revenir donc sur le projet Effigie. Avant de revenir sur peut-être la technologie, je voudrais avoir une petite présentation. Peut-être on peut commencer sur Atem. Cette société, en quelques années, est passée du statut de PME à ETI, une vitesse, une hyper-croissance assez impressionnante. La recherche publique a bien sûr joué un rôle. Peut-être présentez-nous un peu la technologie, ou en tout cas le cœur de l'activité d'Atem. Ouais, donc à Atem, on fait de la compression vidéo. Donc l'idée, c'est de pouvoir distribuer de la vidéo jusqu'à des mobiles. Donc pour ça, en fait, on a des vidéos qui sont très très grosses, qui peuvent être de l'ordre de 17 gigabits par seconde dans ce qu'on reçoit. Et donc l'idée, c'est que 17 gigabits, c'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir recevoir à la maison. Donc nous, on va compresser ces vidéos-là. Donc c'est notre métier. Aujourd'hui, on travaille pour des sociétés comme TF1, comme M6, comme Canal+. Donc ça, c'est des sociétés qu'on connaît bien en France. On fait 10% de notre chiffre d'affaires en France. Donc voilà, on a besoin de s'externaliser pour aller un peu, voilà, beaucoup plus international. Aussi est répartie ou c'est très très français? Alors, du coup, notre équipe aujourd'hui, par rapport au moment où on était sur Effigie, elle était très très française, et mon équipe aujourd'hui s'est internationalisée également parce qu'on a besoin en fait d'avoir des personnes aussi, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'on a beaucoup de standards à suivre et donc beaucoup de suivi à faire. D'accord. Bon, on reviendra, Monsieur Hamidouche, peut-être 3 mots sur vos activités de recherche au sein de l'IETR. Oui. En fait, l'IETR, c'est un laboratoire de recherche qui est à Rennes, donc il regroupe plusieurs tutelles dans l'INSA de Rennes. Il est constitué à peu près de 400 personnes en fait, qui travaillent sur toute la chaîne de transmission, du codage jusqu'à la transmission à travers les antennes. Et en fait, l'équipe VADER, qui est en fait membre du laboratoire IETR et qui travaille dans le cadre de ce projet Effigie, en fait, développe des algorithmes de compression vidéo pour les nouvelles générations, pour les standards de la nouvelle génération, et développe aussi des implémentations temps réel, des encodeurs et décodeurs de ces standards. D'accord. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va rappeler les quelques lignes d'Effigie. On est vraiment sur une technologie d'encodage, de codage, de décodage. Encodage, je vais me perdre. Je vous laisserai présenter plus simplement le projet, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui puisse compresser de la vidéo et la transmettre. On est vraiment sur un changement sociétal, c'est que la consommation de vidéos est en train d'exploser. C'était ça le contexte dans lequel s'est monté le projet. C'est vraiment faire face à l'explosion de la consommation. Oui, c'est le principal. C'était la problématique. C'est le principal objectif. Aussi les nouveaux usages. Donc à ce moment-là, on parle encore de VR ou d'augmented reality. On parle aussi de 8K, donc des vidéos toujours plus avec plus forte résolution. Donc c'est l'objet en fait du projet d'aller regarder. Alors on a aussi regardé différents use cases dans le cadre du projet, mais dans le cadre de la compétence d'Atem, c'est de pouvoir fournir à nos opérateurs toujours plus de compression, parce avec une ancienne génération de compression, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on est capable d'obtenir avec une nouvelle génération de compression. On vous le demandait, ce sont les diffuseurs qui vous ont demandé ça? Est-ce qu'il y avait un contexte qui nécessitait d'améliorer ces performances? Aujourd'hui, si on prend juste le trafic Internet, c'est 80% de ce trafic Internet, c'est de la vidéo. Donc, on a toujours besoin de compresser plus. On peut toujours se poser la question de pourquoi on a besoin de compresser plus. On va toujours avoir cette augmentation de trafic sur Internet qui va continuer. Et donc après, on essaye d'avoir la meilleure qualité vidéo, la plus immersive possible. Et donc ça engendre en fait des coûts en pixels qui sont de plus en plus importants. Donc on arrive à, donc c'était il y a quelques années, le projet Effigie. On a compris le cœur d'Atem. Qu'est-ce qui fait que vous vous tournez vers la recherche publique? Vous auriez très bien vous avez une activité de recherche en interne. Pourquoi vous tournez vers la recherche publique? On est plus fort à plusieurs que tout seul. Donc c'est un point important. Enfin, c'est un moteur en fait de pouvoir s'associer avec différents partenaires pour pouvoir ensuite accélérer nos
nos développements. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est un cadre en fait qui nous permet de démontrer ce que l'on veut pouvoir démontrer dans le cadre de ce projet-là. Et on y est arrivé, donc on en parlera certainement plus. On reviendra sur les résultats. La recherche publique, INSAREN, vous connaissiez avant de vous intéresser à leur activité? Je vais donner un petit peu mon cursus du coup. Donc ça fait depuis 2015 que je suis à ATEM. Donc on a créé un centre de R&D à Rennes. ATEM n'était pas présent avant sur Rennes, donc on a créé ce centre de R&D. Et avant d'être au démarrage de ce centre de R&D à Rennes, j'étais donc à l'INSA de Rennes, dans la même équipe que Wassim. J'ai même recruté Wassim d'ailleurs. Donc en train de gérer aussi des projets collaboratifs. Donc j'étais de l'autre côté, à essayer aussi de collaborer avec des entreprises et essayer de faire du transfert technologique avec ces entreprises ou valoriser notre recherche avec ces entreprises. Donc voilà. Dans votre zone de confort au sein d'INSAREN, si on revient un petit peu sur les compétences de l'IETR, sur ces questions d'encodage de vidéos, quelles sont à la fois les compétences et puis peut-être les équipements uniques, en tout cas que d'autres laboratoires ou d'autres entreprises n'avaient pas et qu'elles viennent chercher quand elles s'adressent à vous? Alors en fait, ouais, en fait, l'IETR, c'est une expertise sur la compression vidéo d'une trentaine d'années maintenant, peut-être. Et donc, il y avait des équipes qui travaillaient depuis que Michael était à l'INSA et à l'IETR. Donc, c'est cette expertise-là. Et on a aussi une très forte collaboration avec l'industrie. Donc, on a plusieurs projets industriels. Et on développe aussi des technologies et on va jusqu'à leur implémentation en temps réel. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a plus d'attractivité envers le monde industriel, parce qu'on travaille sur de la recherche appliquée avec des implémentations qui sont aussi très utiles pour les entreprises. Voilà globalement en fait ce qui fait notre différence par rapport à d'autres laboratoires. Vous avez déjà une expérience de collaboration avec le privé qui a, j'imagine, facilité le lancement d'un nouveau projet. Oui, en fait, c'est vraiment la suite de projets qu'on avait fait aussi auparavant sur les standards précédents. Donc, on est sur la même dynamique et qu'on continue avec pour chaque nouvelle génération de standards. Bon, on va peut-être éclairer cette question des standards, parce que j'ai l'impression que c'était clé dans ce projet, c'est qu'il y avait, c'était pas un projet pour développer une nouvelle technologie plus puissante, c'est qu'il y avait une demande de standards qui était en train d'évoluer. C'est bien dans ce contexte-là que c'est monté Effigy. Oui. Effigy, peut-être qu'on va rappeler c'est Efficient Future. Je vous demanderai après de continuer. Oui, justement, ça va être plus difficile là comme ça maintenant. Non, mais l'objet d'Effigy, c'était de regarder ces nouveaux codecs, donc nouvelle génération de vidéocompression. Donc, si on prend un peu d'historique, donc avant de commencer à regarder ce projet-là, donc on était il y a 20 ans sur du H264, c'est en 2003, même un peu plus que 20 ans. En 2013, on a eu un nouveau codec qui s'appelle HEVC. En fait, tous les 10 ans, on a à peu près une nouvelle génération de vidéocompression. Et en 2020, on avait donc ce codec qu'on a regardé qui s'appelle VVC, pour Versatile Video Coding, qui a pour objet d'encoder à la fois de la vidéo 2D, donc classique, ce qu'on va regarder sur Netflix, des vidéos en 360 et de la scalabilité autrement, qui était un point important, donc de pouvoir couvrir un certain nombre de... Scalabilité en vidéo, qu'est-ce que ça implique? Donc c'est d'avoir des plus petites résolutions et de pouvoir avoir un encodage qui est hiérarchique pour pouvoir bénéficier de cette petite résolution qui pourrait bénéficier à tout le monde vers des plus fortes résolutions. Donc donc nous, on a démarré le projet en 2017, donc avec différents partenaires qui sont ici, qui avaient aussi des ambitions sur différents use cases. Donc on a des... Peut-être qu'on peut revenir sur on a une slide qui présente un petit peu les différents partenaires. On a beaucoup d'entreprises, c'est un projet qui est assez, voilà, où il y a pas mal de partenaires, donc Thales, Ectacom, Vitech, ATEM bien sûr, Eurcom, une école sur la partie transmission, et puis après sur la sortie peut-être de la compression, il faut décoder le fichier ou le pixel, et on arrive avec Videolab et puis 2 laboratoires, donc l'IETR et le LabStick. Ouais.
donc ça fait une petite dizaine de partenaires. Comment vous les rencontrez? Comment vous vous dites, tiens, on va se mettre ensemble pour lancer un projet? Je sais Alors, pas en qui. fait, ouais, je peux répondre à cette question. En fait, l'écosystème de la compression vidéo, ça reste quand même une niche, et les partenaires en fait qui travaillent sur la compression vidéo ou la transmission, ils sont connus en France, avec lesquels on avait collaboré auparavant ou avec lesquels on collabore. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que en fait, ces partenaires, même s'ils sont ici 8 ou 9, en fait, ils couvrent toute la chaîne de transmission, donc de la production vidéo, l'encodage, l'encapsulation et sa transmission, jusqu'à sa réception, décodage et affichage sur un écran à travers, par exemple, la société française qui est connue, VLC Lab. D'accord. Et cette complémentarité, en fait, qui a fait, en fait, c'est vraiment l'objet du projet. Et ces partenaires se connaissent à travers leurs travaux dans le passé sur ce domaine de recherche. D'accord, donc c'était déjà un petit club qui était déjà presque formé, en tout cas qui échangeait régulièrement, si je comprends bien. Vous lancez donc Effigy, vous vous entendez pour lancer Effigy. Qu'est-ce on va voir un pôle de compétitivité? C'est le pôle de compétitivité qui vous signale le lancement d'appel à projet? Ouais, donc on connaît aussi, on sait quand il y a des appels à projets, et là c'était assez régulier à cette période-là de notre vie. Donc on avait des appels à projets à peu près tous les 6 mois. Donc c'est un FUI qu'on a fait. Le FUI sur lequel on a déposé, c'est le numéro 23. Oui, d'accord. Anciennement FUI qui a été remplacé par le PSPC, voilà. Pour la petite l'ingénierie interne des appels à projets. Donc après, effectivement, on est accompagné par les pôles, donc pôles de compétitivité avec lesquels on travaille de manière assez étroite, donc avec Cap Digital ou le pôle Image et Réseau, par exemple, pour nous aussi en Bretagne. Donc ils nous suivent, ils nous aident aussi à monter le projet. On a aussi une certaine expertise, du coup, à force de monter des projets et de savoir ce que les financeurs attendent. On essaye de voir aussi à faire en sorte que chacun garde sa propriété intellectuelle et qu'on n'ait pas de trop de chevauchement entre les différents partenaires, ce qui simplifie énormément en fait la collaboration par la suite. Donc on regarde aussi ce qui va être par la suite un accord de consortium, etc. Donc on y pense avant, parce que ça simplifie un peu les choses. On essaie aussi de voir pour faire en sorte qu'on n'ait pas de trous dans la chaîne de bout en bout. C'est quelque chose en fait sur laquelle... C'est-à-dire dans la chaîne, dans la technologie développée Si là on avait des gens qui faisaient de la compression vidéo, on a des gens qui font du transport et des gens qui vont faire de la décompression vidéo. On veut pouvoir montrer en fait des choses de bout en bout. L'idée, c'est d'avoir un produit un peu clé en main pour les diffuseurs, c'est ça? Une chaîne de bout en bout dans laquelle chacun porte sa brique technologique et pas de compétition entre les briques technologiques, qui reste bien chacun maître de sa technologie. Ça simplifie énormément les choses dans la collaboration, ça accélère aussi les développements de chacun, ça nous permet de montrer des choses. Donc le point qu'on cherche à faire après, c'est d'avoir soit des événements sur lesquels on va pouvoir montrer le projet, parce que c'est ce qu'aussi attendent le financeur, d'avoir de la visibilité. Donc on va chercher des événements comme des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, des démonstrations, du Roland Garros pour avoir des événements qui soient... C'est ce que vous avez fait? Visibles. Le Covid sur la fin nous a pas beaucoup aidé, donc ça ralentit un peu cette partie-là. On a réussi à faire un live en mettant une chaîne événementielle à la toute fin du projet, qui nous a permis de faire une press release et de montrer en avance de phase qu'on avait quelque chose qui tournait et qui était démontré. Et donc, les gens venaient nous contacter pour avoir accès en fait au flux, pour qu'ils puissent tester. Et donc, c'était à ce moment-là assez relié à des experts. Donc, c'était nos clients qui étaient capables de pouvoir lancer ce décodage chez eux. Et donc, avant d'arriver au résultat, c'est intéressant peut-être sur le cadre du projet. C'était un projet de 3 ans. Comment ça s'est passé et vous êtes arrivé à... Est-ce qu'il y avait un cahier des charges et est-ce que surtout il y avait des livrables? C'est-à-dire, est-ce que vous pensiez au bout de 3 ans arriver à un produit, ce que je disais, fini, et est-ce que ça a été le résultat au bout de 3 ans? En fait, la particularité de ces projets autour de la compression vidéo et notamment Effigy, c'est qu'ils sont en fait drivés par la standardisation d'une norme. Et ici, en fait, c'était la norme VVC, Versatile Video Coding, qui a commencé aussi
c'est pas par coïncidence, au début du projet, en 2017, et fini en juillet 2020. Et donc, en fait, lors des activités du projet, ils vont beaucoup en fait suivre la standardisation pour qu'à la fin, avoir des implémentations des produits temps réel avec nos partenaires industriels pour l'encodage, le décodage et aussi pour la diffusion. L'idée, c'est à la fin, lorsque la norme allait être mise en application, vous ayez tout de suite quelque chose à proposer aux diffuseurs, c'est ça l'idée? Exactement. Ouais. En fait, aujourd'hui, les choses vont plus vite qu'avant dans les nouvelles technologies. Et en fait, la force qu'on a avec ce consortium, c'est qu'on arrive en fait à démontrer des choses vraiment à la fin du standard, lorsque le standard est sorti, voire même en amont en fait. C'est ce qui fait qu'on le verra par la suite, on a réussi à faire des démonstrateurs qui sont première mondiale. Il faut savoir que ces travaux s'inscrivent aussi dans une dimension internationale du standard, où il y a beaucoup de compétition avec beaucoup de grands groupes qui travaillent sur ces sujets. Et c'est qu'à travers ces projets collaboratifs qui associent beaucoup de compétences techniques, pratiques et matérielles qu'on réussisse en fait à atteindre ces objectifs. L'objet du standard, c'est de diviser par 2 le débit. Donc, c'est quand même l'objet au tout début de standardisation. On a une phase de à peu près 18 mois sur lequel on peut proposer des algorithmes. Donc, c'est ce qu'on a fait au tout début du projet, avec différents algorithmes dans de différents partenaires ici dans ce projet. Et la deuxième phase dans standardisation, c'est qu'au bout d'un moment, on va commencer à nettoyer ce standard de façon à ce que chaque bit qu'on va mettre dans ce standard a une signification et que chacun puisse l'implémenter en fait en sortie du standard. Donc pendant 18 mois, il y a une phase par la suite, donc ça dure 3 ans un standard, donc c'est à MPEG qu'on fait ça. Ce standard, il dure 3 ans et sur les 3 ans, donc on a plutôt une phase de 18 mois d'algorithmique qu'on a utilisé dans le cadre du projet et une deuxième phase. On va faire plutôt un nettoyage de cette algorithmie pour avoir quelque chose qui puisse être implémentable par les différents protagonistes qui vont pouvoir implémenter ce standard qui doit sortir en 2020. Vous étiez branché aux experts. Vous avez parlé de MPEG. Il faut rappeler que c'est le groupe d'experts qui définit la norme. Donc, j'ai noté Moving Picture Expert Group qui justement va mettre en place cette norme VVC, si j'ai bien suivi. Et donc, vous avez cette partie où vous proposez des technologies. Elles sont adaptées et après vous les adaptez au marché ou en tout cas à une activité industrielle. Donc, tous les 3 mois, on se rencontre. Il y a à peu près 500 personnes qui se rencontrent avec, pendant une semaine, dans lequel l'objet, c'est de proposer des technologies, essayer de faire en sorte qu'elles soient adoptées, parce qu'il y a de la compétition, il n'y a pas que nous qui proposons des technologies. Et donc tous les 3 mois, on se rencontre et au bout de 3 ans, on met un tampon sur le standard parce qu'il a été terminé. On a estimé qu'il y avait suffisamment de technologie, qu'il était suffisamment mature pour obtenir ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire les 50% de gains. Donc, on parle de 50% de gains en gardant en qualité visuelle. Donc, on va comparer une vidéo d'il y a 10 ans avec une vidéo du nouveau codec. Et donc ça a été montré que ce codec permettait d'obtenir ces 50% de gains. Après, la complexité, c'est que c'est pas gratuit de gagner 50% de gains aujourd'hui. Et après, c'est la difficulté qu'on va avoir, nous, en tant qu'implémenteurs de ce standard, de réussir à obtenir ces gains pour nos clients. Le projet s'arrête en 2020. Qu'est-ce que vous sortez de ce projet? Une fois que le projet est fini, vous avez quoi? Vous avez un algorithme qui marche, vous avez déjà des contacts commerciaux. Vous en étiez où de la maturité de ce que vous aviez développé pendant ce projet? Ce qui est intéressant, oui, c'est d'avoir votre parole parce que manifestement, vous avez cette vision aussi industrielle qui vous permet aussi de savoir. Je peux commencer par là. Donc, le projet, en fait, il a plusieurs bénéfices. En fait, le premier, c'est la maîtrise de ces nouvelles technologies par l'ensemble du consortium. La deuxième chose, c'est qu'on a des implémentations qui sont à temps réel, que ce soit pour les industriels, mais pour les ETR aussi, par exemple, qui ont développé un décodeur temps réel de la norme VVC qui s'appelle OpenVVC, donc qui est open source et qui permet en fait de décoder des vidéos en résolution Ultra HD en temps réel sur en fait des plateformes, enfin sur des PC utilisateurs grand public ou sur des cartes embarquées téléphone mobile par exemple qu'on peut avoir aujourd'hui.
Donc en fait, donc il y a beaucoup de richesses et beaucoup de bénéfices du projet. Et vous, INSAREN, excusez-moi, je coupe, mais c'est vrai qu'on se dit en tant que chercheur, vous avez une vision très marché, manifestement, en tout cas d'application. Comment vous faites, comment vous utilisez ce que vous avez produit pendant ces 3 ans? Oui, en fait, c'est ce qui est intéressant, comme on travaille sur, même si on est au côté implémentation de décodeurs, mais on travaille sur des nouvelles technologies. Donc il y a il y a un aspect algorithmique pour proposer des solutions standards qui sont standardisées, qu'on arrive à publier dans des conférences et dans des revues aussi. Et on a cette partie implémentation temps réel qui permet en fait d'avoir des prototypes en fait qui tournent, que les partenaires industriels et partout dans le monde en fait on peut les utiliser. Et ça a aussi un côté souveraineté nationale parce qu'en France, on a un décodeur open source, le premier mondial, qui a été développé dans le cadre de ce projet. Ouais, il faut le dire, c'est que vraiment, là, grâce à ce projet, on a des partenaires à la fois académiques et industriels qui sont leaders sur ce marché. On va venir un peu sur vos clients, mais c'est vrai que vous êtes vraiment à la pointe de un peu les tendances qu'on voit dans les technologies, alors, pas forcément de pointe, mais des plateformes de streaming ont besoin de produits que vous avez développés dans le cadre de ce projet Effigy. On travaille sur des technologies qui sont en amont et le fait d'avoir Pardon, excuse-moi. en amont, en fait, Oui. c'est le fait de travailler avec ces entreprises, c'est que dans 2-3 ans, en fait, les prototypes qu'on a développés dans les projets, on les verra dans des vrais produits. Et cette accélération, en fait, elle est là grâce à nos partenaires industriels qui vont pouvoir en fait industrialiser ces technologies dans le marché concret à travers les plateformes de streaming, à travers la télévision numérique à la maison, ce qu'on reçoit à la maison. Il faut savoir aussi que nous, en tant que partenaire académique, on a aussi un rôle de formation. Donc, on forme beaucoup de stagiaires, on forme des doctorants, on forme des post-doctorants qui ont cette maîtrise de technologie et qui vont après travailler dans l'industrie avec nos partenaires ou avec des qui sont après concurrents aussi. engagés Voilà. par les plateformes, d'accord. Monsieur Rollet, peut-être sur la même question, pour vous, est-ce que ce projet Effigy, est-ce que ça vous a coûté tout simplement de l'argent? Est-ce que ça a été un investissement? Et est-ce que vous pensez, et quelle a été la rentabilité, si on peut utiliser ces termes dans le contexte d'un projet public-privé? Est-ce que ça a été rentable, ce projet? Pour nous, c'est un accélérateur. De croissance, pas que technologie. C'est un accélérateur de technologie et de croissance. Donc, on a, juste pour dire, donc on fait les premières démos, donc on attire les clients qui viennent nous revoir après derrière. C'est 2020 ça, ou c'est même ouais, avant? Donc on a commencé même avant la fin du standard, donc on a fait un premier buzz juste avant la fin du standard. Donc c'était pas normatif ce que l'on faisait, mais ça permet de démontrer la maturité du standard juste avant qu'il finisse. Donc on a fait ça 3 mois avant la fin du standard, donc au mois de mai. On a fait un premier live avec un opérateur satellite qui n'est pas dans le projet, mais qui permettait de démontrer qu'on était capable de diffuser sur un opérateur satellite. Et ensuite, on a fait un deuxième événement live, donc en Ultra HD, en 4K, dans lequel on démontrait en fait de la ultra haute définition avec ce nouveau codec. Donc, on montrait aussi qu'on était capable, 3 mois après le standard, d'avoir quelque chose qui était déjà disponible. Aujourd'hui, on est sur des décodeurs en fait logiciels. Cette année, à cette fin d'année, on commence à avoir des bruits. Donc, il y a un premier qui vient d'annoncer, qui s'appelle Mediatek, qui vient d'annoncer un system on chip, donc un hardware qui va permettre de décoder jusqu'à de la 8K. Et on est en contact avec d'autres pour démontrer dès le début d'année, en fait, donc sur des vraies télés, qui va permettre après de démocratiser le service. C'est quoi les pistes, les marchés que vous allez viser? La démo, c'est pour montrer un petit peu les performances, mais vraiment, quels vont être les utilisateurs de la technologie? Les utilisateurs, ça va être les broadcasters classiques comme TF1, M6, Canal+, et puis d'autres, la BBC. Après, on a des clients qui sont moins connus, puis d'autres, les opérateurs de services de streaming. Alors, peut-être pas du Netflix, qui est plutôt sur un autre type de codec aujourd'hui, mais qui a toujours besoin de compresser plus. Donc, ça fait partie en fait de la demande, donc d'avoir toujours moins de vidéos, parce que ça coûte cher en fait à stocker. Donc, plus on est capable de le réduire, mieux c'est, même si on a tendance à augmenter la résolution par la suite. Donc, c'est
Oui, c'est ça. On se dit que c'est la poule et la faim. oui. pour penser un petit, pour se rappeler que c'est Atem et l'INSA qui sont derrière, quand on verra des technologies, en tout cas des vidéos d'extrême qualité, de très bonne qualité en streaming, ça sera vraiment lié à la norme et au fait que vous avez développé cette capacité à transmettre en direct des vidéos de 8K. Si on prend des success stories précédentes dans lesquelles aussi les pôles nous ont accompagnés, hein, donc on avait un autre projet qui s'appelle Forever, dans lequel on était présent avec Wassim. C'est des projets qui ont accéléré un certain nombre d'adoptions pour nous. Donc à ce moment-là, c'était l'Ultra HD et puis le HDR. Donc là, aujourd'hui, on est aux prémices de déploiement, mais on a de la demande déjà. Donc c'est vraiment un accélérateur. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit aussi, alors peut-être pas simple, mais que vous puissiez embrayer sur une activité commerciale après un projet de recherche publique? Je dis ça peut-être parce que l'objectif de POC Story, c'est aussi de montrer que la collaboration avec la recherche, en fait, de peut-être démythifier la collaboration avec la recherche publique, ça peut être fluide, ça peut être simple et ça peut être surtout rentable. En tout cas, ça peut aller très vite. On a plus ou moins l'habitude de ça, oui. Donc ça fait partie. Du coup, juste pour revenir, donc par rapport à Atem en 2015, on était 150. Aujourd'hui, on est 500. Et il y a beaucoup de ces innovations qui ont permis de continuer d'accélérer en fait la taille de la société qu'elle est aujourd'hui. Donc on est entré en bourse en 2014. Avec des objectifs d'avoir une croissance entre 15 et 20% chaque année. Et c'est quelque chose que l'on a à peu près tous les ans, peut-être un peu moins depuis le Covid. Alors avec le Covid, on a fait une acquisition externe. Donc on a acheté la société qui s'appelle Anevia pour continuer de grossir. Très récemment, l'année dernière. Mais ça reste ces projets de collaboration reste un gros accélérateur pour nous. Et en général, on arrive à voir quelque chose et en se mettant ensemble avec des consortiums, avec des acteurs français. Il faut savoir que la vidéo, c'est quand même un gros savoir-faire français aujourd'hui. D'accord, ça peut-être qu'on ne le sait pas assez. Ne pas oublier de le mentionner par rapport à ça. Donc ça, c'est des personnes qui ont l'habitude en fait d'aller promouvoir des technologies au sein de MPEG, au sein de la standardisation. Et comme on s'est mis justement à essayer d'avoir une chaîne de bout en bout dans ce projet, qui nous permet en fait de démontrer des choses très très rapidement, on sait que par la suite, ça devrait avoir un accélérateur sur un retour sur investissement assez fort. Donc, par rapport à ça, du coup, on est encore dans un projet collaboratif avec Wassim et Orange. Ça continue, c'est ça. Et donc, on utilise ce codec VVC et ce développement qui a été fait dans FIJ dans un nouveau projet qui s'appelle Nested, dans lequel on a pour objectif en fait de diffuser de la vidéo sur un réseau 5G en essayant de toujours utiliser le moins de bandes passantes possible de façon à avoir les meilleurs services disponibles pour l'utilisateur final. Allez-y. Je voulais juste compléter que c'est clair que pour les partenaires industriels, en fait, faire du business, c'est dans leur ADN. Et pour les partenaires académiques, donc on est là pour aussi accompagner nos partenaires industriels, prendre plus de risques. Et si on peut, par exemple, pouvoir commercialiser les briques technologiques qui sont développées à travers des brevets, des licences ou bien des logiciels avec des licences aussi. C'est ce qu'on a fait aussi dans le cadre de FIJ pour le décodeur. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez, on parle de valorisation dans la recherche publique, et comment vous avez du coup valorisé vos recherches. Oui, un exemple, par exemple, c'est le décodeur qu'on a développé dans le cadre du projet a fait l'objet d'un projet de maturation avec West Valorisation, en fait, qui nous a accompagnés. Donc c'est une SAT. Donc c'est la SAT, ouais, c'est ces acteurs qui sont chargés d'aller voir ce qui se passe dans les labos et d'essayer de faire des connexions avec les marchés ou les entreprises. Et l'idée, c'est de développer une version en fait qui serait qu'on pourrait commercialiser sous licence du décodeur, qui permettrait en fait des features ou des caractéristiques supplémentaires qu'on pourrait offrir à des industriels ou à un public pour des besoins particuliers.
peut peut-être creuser, c'est intéressant en termes d'application. Est-ce qu'on est sur le grand public, on est sur les broadcasters, donc Canal+, TF1, ou est-ce que je vois Thales qui est dans le consortium? Est-ce qu'il y a aussi un intérêt stratégique dans ces technologies-là? Est-ce qu'on est sur, je sais pas, de la transmission en satellite? Ça, je crois que c'est effectivement c'est le cas, mais est-ce que ça soulève des enjeux de défense militaire? Est-ce qu'il y a ce type d'enjeux dans des projets qui peuvent déboucher à partir de projets comme Effigie? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tous ces partenaires industriels qui sont dans le projet, qui ont déjà leur marché. Ça peut être de la défense, ça peut être du broadcast, ça peut être en fait les différents secteurs. Il y a aussi tout ce qui est télécommunications, les opérateurs. Donc ça, c'est des marchés qui existent déjà en fait. Nous, ce qu'on veut faire en tant que partenaire académique, c'est pas d'être en compétition avec nos partenaires, mais d'offrir des services qui sont complémentaires pour attaquer des nouveaux marchés, peut-être qui n'existent pas aujourd'hui, qu'on pourra créer dans le futur. On revient sur le savoir-faire français donc, dont on a parlé sur la compression vidéo. Est-ce que l'IETR est maintenant, grâce à ce type de projet, mais à d'autres, est une référence en Europe sur ces questions-là, ou est-ce que vous devez encore vous affirmer sur ce marché qui reste compétitif, même avec d'autres laboratoires de recherche? L'IETR, je pense qu'elle a une reconnaissance internationale dans ce domaine de la compression vidéo. En fait, on est parmi les meilleurs laboratoires dans le monde, en fait, dans ce domaine de compression vidéo. En fait, on est très connu à travers le monde, et c'est aussi grâce à ces projets collaboratifs qui nous donnent les moyens, en fait, de pouvoir publier, de pouvoir aussi collaborer avec nos partenaires industriels, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. C'est cette force-là, en fait, c'est ce qui nous renforce. Et il faut savoir que même au niveau recherche, il y a une compétition qui est très dure, parce que des pays en Asie ou aux États-Unis, en fait, qui sont très dynamiques aussi et moteurs. Et malgré cela, en fait, on arrive à exister, on arrive à être leader aussi sur certaines technologies. Et ça ne serait pas possible sans, en fait, le soutien de ces projets collaboratifs. Il faut savoir aussi que ce soit d'un point de vue industriel ou académique, la technologie avance très vite. Et des fois, peut-être en France, on peut être hésitant sur d'investir, en fait, alors que ça va très vite, en fait. Si on n'investit pas aujourd'hui sur une technologie, demain on peut mettre de l'argent, mais ça peut être trop tard. Donc le timing est très important dans ce domaine, parce que ça avance très vite. Et donc la compétition est très dure. Donc maintenant, il faut qu'on puisse garder, en fait, cette position de leadership international dans le futur. Vous avez tout simplement les moyens, vous, de continuer à mener cette concurrence. Alors, on ne va pas tomber dans la caricature de l'Europe qui veut garder le leadership, mais est-ce que c'est la question? Est-ce que vous avez les moyens de continuer à être les leaders académiques sur ces questions-là? En fait, on travaille très dur, en tout cas, pour avoir plus de projets de collaboration, former aussi nos étudiants à ces technologies, parce que c'est eux aussi qui vont contribuer directement à travers des tests de doctorat, CIFRE avec les industriels, ou des thèses académiques, ou des ingénieurs de recherche. Thèse CIFRE, peut-être qu'on peut en dire trois mots. On va décrypter un peu tous les codes. C'est le premier POC Story, donc voilà, on se permet de mettre tout à plat. Alors, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est assez particulière, qui est financée notamment par un partenaire industriel, et aussi par l'organisme, l'ANRT, en fait, qui aide aussi à financer des thèses CIFRE, et qui sont faites en collaboration entre un laboratoire de recherche et une entreprise. Donc, dans le cadre de Effigie, on a eu des thèses CIFRE avec des partenaires, par exemple Vitech, et aujourd'hui, on a aussi une thèse CIFRE, par exemple, avec ATEM aussi, sur les nouvelles technologies du futur. Et voilà, en fait, on travaille très dur pour faire des projets, en fait, pour maintenir cette position, faire de la recherche. Et pareil, donc c'est un effort quotidien qu'on fait, en fait, pour être moteur, essayer de convaincre les financeurs que c'est important d'investir sur ces sujets, et parce que ça crée de la richesse en termes d'emploi, en termes de technologie, en termes de valeur, en fait, au niveau national. Pour finir vraiment sur votre positionnement en tant que laboratoire, ce positionnement est plutôt, je ne sais pas s'il est rare, mais tous les laboratoires ne travaillent pas comme ça, n'ont pas cette approche industrielle. Est-ce que vous avez conscience? Est-ce que les industriels viennent aussi chercher ça chez vous? C'est justement une conscience de l'urgence des marchés et de l'accélération des technologies.
Oui, il y a aussi le fait qu'on soit associé à une école d'ingénieurs, en fait. Donc, on forme des étudiants pour aller travailler dans l'industrie. Et ça drive aussi notre recherche pour qu'elle soit très appliquée. Et ça nous distingue aussi des autres laboratoires qui sont peut-être plus théoriques et qui ont aussi des organismes de financement qui sont différents. Ça peut être des projets aussi ANR, d'autres types de projets. Donc, en fait, c'est pas une compétition, mais c'est juste un positionnement et une complémentarité. Donc, on a besoin de tout. Et des fois, on travaille aussi ensemble pour résoudre certains problèmes où on a besoin des compétences théoriques, par exemple. Et vous êtes plus en recherche appliquée, je crois que c'est le terme. En fait, en tout cas, vous aussi, vous travaillez sur ces questions un peu proches des technologies et des marchés, c'est ça? Oui, en fait, on a une dimension de travailler sur des projets pour l'avenir. En fait, en recherche, c'est à moyen terme et court terme, donc une vision sur 3 ans. Peut-être d'autres laboratoires vont travailler sur des technologies plus en rupture, vers plus de risques et des perspectives sur 20 ans, voire 10 ans. Merci. Monsieur Relais, on va peut-être aborder aussi l'avenir. Ce projet, on a compris que ça vous a vraiment positionné au cœur d'un marché qui est en train d'exploser. Donc, ce que je comprends, c'est qu'avec Orange, le cas d'Orange, c'est que vous appliquez ce que vous avez développé avec INSAREN ou avec l'IETR à des applications un peu plus concrètes. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que vous développez un peu le projet? Ouais, donc du coup, dans ce projet-là, en fait, il y a une notion de vidéo green qu'on voulait développer. Donc, on va pas dire, alors ce qu'on n'a pas trop dit par rapport à ce qu'on a fait, c'est que VVC, c'est pour obtenir ce gain de 50%, c'est quand même 10 fois plus complexe. Donc après, vous allez me dire pourquoi ça va devenir plus green. Parce que ce qu'on va envoyer, en fait, va être 2 fois plus réduit. Et comme on l'envoie sur plein de devices, et qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de l'unicast. Donc chacun vient télécharger son contenu. Et comme chacun, ça fait une somme de contenu qui va être téléchargé, qui fait que cette division par 2, en fait, a un impact très fort sur le delivery. Donc c'est un des points qu'on regarde Si je reviens sur Green, l'idée c'est la consommation d'énergie c'est la du processus de codage-décodage. Ouais, de la chaîne de bout en bout pour essayer de réduire en fait l'impact carbone qu'on pourrait avoir sur le CDN, enfin sur le cloud, sur tous les étapes qu'on peut rencontrer. Et ça, vous y êtes arrivé dans Donc là, c'est l'objet de ce projet, donc c'est de continuer d'améliorer nos encodeurs de notre côté, de façon à ce qu'on obtienne vraiment ce 50% de compression, parce qu'on est sur ce que disait Wassim, sur du temps réel, donc sur quelque chose qui est 10 fois plus complexe, nous on est obligé de trouver des raccourcis pour faire en sorte que ce 50% il soit atteint, parce qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose qui est 10 fois plus complexe et de toujours temps réel. Donc il faut trouver en fait un compromis entre le gain en performance, la qualité vidéo et puis ce qu'on va être vraiment capable de faire pour réduire le débit. Donc tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est 50%. Donc on continue de travailler sur cette partie-là dans ce cadre de ce projet-là. Et on regarde après des mécanismes de transport qui vont nous permettre de réduire en fait l'impact énergétique. Donc un d'entre eux, c'est de faire du HTTP streaming, donc et d'utiliser, parce qu'il y a différents protocoles qui existent aujourd'hui, donc d'essayer de faire en sorte que ces protocoles soient uniformes. Une autre technologie qu'on utilise, donc je parlais d'unicast, donc chacun vient télécharger son propre contenu. Une autre technologie qu'on utilise, c'est du multicast. C'est-à-dire que quand il y a vraiment beaucoup de monde qui regarde le même contenu, et c'est ce qui arrive sur des Coupes du Monde, sur des Jeux Olympiques, de basculer en fait sur un mode où chacun vient demander son contenu, j'envoie le même contenu à tout le monde, de façon à ce qu'on réduise l'impact sur la diffusion vidéo. Et ça c'est des projets que vous menez avec d'autres industriels, ou est-ce que vous avez toujours un acteur académique avec vous? Donc là, on a encore l'INSA avec nous sur ce projet-là. On a des acteurs industriels, donc Orange qui fournit les use cases, les cas d'usage, pour ce coup-ci, à la différence, là, on amenait la technologie avec le projet Effigy. Avec le projet Nestid, on se positionne plutôt dans les cas d'usage parce qu'on a la technologie qui est là et on est capable de la mettre en œuvre pour les différents cas d'usage. Donc là, quand on parlait de recherche appliquée, on est encore un peu plus proche des industriels, c'est ça? Enfin, un peu plus proche des marchés? On essaye de faire en sorte qu'on déploie la solution et donc oui, on se rapproche de plus en plus des marchés. Donc là, on est sur un projet de 2 ans.
On a d'autres partenaires comme NN6 Technologies et puis via Access Orca, donc via Access Orca qui appartient au groupe Orange, qui travaillent plus sur donc qui sont aussi des fournisseurs de technologie. Donc on est toujours dans cette chaîne de bout en bout. Oui. Qui est très présente, avec ce coup-ci, on va dire, Orange qui est plus transverse, parce qu'il vient fournir en fait les cas d'usage que l'on voudrait viser. Avec, là encore, je voulais rajouter, oui. Je voulais juste dire un mot sur les défis en termes d'impact carbone. Je ne sais pas si on reviendra dessus par la suite. Allez-y. En fait, ce qu'il faut savoir aussi pour compléter ce qu'a dit Michael, en fait, c'est que la vidéo représente 82% de la bande passante aujourd'hui sur Internet. Et cela correspond en fait à 1% des émissions des gaz à effet de serre. En fait, quand on dit 1%, on pense que c'est peu, mais ça représente en fait les émissions d'un pays comme l'Espagne. Donc c'est énorme. Et un défi de ce projet FIJ et aussi le projet sur lequel on travaille actuellement à Nested, c'est de réduire en fait l'impact énergétique de la consommation vidéo. Et si on prend en fait, pour simplifier les choses, on va dire un tiers est consommé par la transmission, un tiers de l'énergie consommée par le décodage et un tiers est consommé par la production, dont l'encodage. Et du coup, comme le projet, à travers la nouvelle norme, réduit le débit, donc réduit de la moitié en fait la transmission, et aussi implémente des décodeurs software, enfin logiciels et matériels qui sont moins complexes, et des encodeurs aussi moins complexes, et du coup, on arrive à réduire en fait l'impact carbone de la transmission du streaming vidéo, qui représente une part très importante sur les émissions globales des gaz à effet de serre. Oui, c'est vraiment, c'est intéressant. On voit vraiment, à la fois, il y a un usage, enfin, vous collez aux usages de tout à chacun, de nous, sur la consommation de vidéos et vous adaptez ces technologies-là. Et en plus, vous avez une vision très de long terme sur de prendre conscience des enjeux de la transition numérique, de la transition écologique et numérique qui ont partie liée. On avait un changement avec le Covid, hein, donc on était sur une augmentation de la résolution avec des télé 8K qui commencent à sortir juste avant que le Covid arrive, de la diffusion qu'on allait faire en 8K. Et finalement, on a plus de demandes aujourd'hui de réduction de l'impact énergétique que de l'augmentation de la résolution. Ça va peut-être changer dès que le Covid sera parti, mais comme il ne veut pas partir, on est peut-être toujours dans cette même analyse. Donc, on a plutôt des gens qui regardent aujourd'hui l'impact énergétique et qui vont chercher à faire en sorte de réduire cet impact énergétique. Et nous, à nous de fournir des solutions pour ça. En fait, pour compléter, un client qui veut acheter un encodeur ou un décodeur, avant, il regardait en fait le rapport entre le débit et la qualité. Mais maintenant, pour deux produits qui ont le même rapport débit-qualité, ben, le client va choisir celui qui consomme le moins. Et ça, c'est une dimension qui est très importante, écologique et aussi commerciale, je crois. C'est ce qui veut aussi dire que le Covid a paradoxalement fait exploser notre consommation du vidéo, mais on a peut-être pris peur du bond de la consommation énergétique que ça a provoqué. Ça, finalement, la digitalisation de nos échanges a fait prendre conscience peut-être plus rapidement, et c'est peut-être, s'il faut prendre quelque chose de positif dans cette période-là, c'est aussi ça, c'est qu'on a pris conscience de l'impact qu'on avait avec nos usages. Je pense, oui. Ça a été un accélérateur. Donc, et notamment les premiers, alors, ce qui avait été fait notamment par Netflix, c'était de réduire sa qualité vidéo au tout début du Covid pour pouvoir continuer de diffuser, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes à la maison, notamment les enfants en plus. Donc du coup, encore plus de consommation vidéo. Et donc, ce qui avait été demandé par l'Union européenne, c'était de réduire en fait la qualité vidéo chez Netflix de façon à pouvoir continuer de diffuser massivement et qu'on puisse faire du Teams en parallèle, ce qui a été quelque chose qui était massivement utilisé par beaucoup de monde. Donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Alors, nous, on fait pas cette partie Teams aujourd'hui, on fait pas les parties en fait de vidéoconferencing, donc on n'est pas dépendant de cette partie-là. Par contre, on travaille sur des technologies pour ceux qui font du streaming, et donc ça fait partie de notre travail d'essayer de préserver la qualité vidéo tout en réduisant le débit qui est associé. Nous, l'objectif, c'est d'être fidèle en fait à la vidéo qui était au départ, le plus fidèle possible, avec le moins de bits possible. Est-ce qu'il faut compter sur vous dans les années à venir pour éviter que nos écrans se figent quand on est en visio de plus de 3-4 personnes? Vous allez vous positionner là-dessus, ou c'est
pas à l'ordre du jour? C'est pas un marché aujourd'hui qu'on veut viser. On est à l'aise sur le marché sur lequel on est aujourd'hui. Donc c'est un marché qui a. Donc là, il y a quelques sociétés qui sont marquées ici qui font de la compression vidéo. C'est sur des marchés qui sont différents. Nous, on est sur le marché de la distribution et de la contribution. Aujourd'hui, et donc dans ces sociétés qui sont au-dessus, ce ne sont pas des sociétés qui sont des compétiteurs parce qu'ils sont sur des marchés différents des nôtres. Et dans notre marché, on a 4 à 5 entreprises. Donc on est un marché qui est assez petit, assez petit en termes de compétition. Avec un marché sur lequel nous, on arrive à récupérer des parts de marché de manière croissante. Donc, on continue sur ce marché-là. Et donc, on cherche de nouvelles façons d'obtenir du nouveau revenu. Et une façon de faire, c'est de continuer d'avoir la meilleure qualité d'expérience possible, d'essayer de réduire aussi notre impact énergétique, de réduire la latence pour avoir... Aujourd'hui, sur un service qui est purement OTT, donc purement streaming, aujourd'hui, on a une latence de 30 secondes. Latence, c'est le temps d'arrivée du signal à la maison. Si on prend ce qu'on recevait sur le satellite ou via le terrestre, on est plutôt entre 4 et 5 secondes. Aujourd'hui, on est en train de réduire cette latence au même niveau sur le streaming. Donc, toute cette qualité d'expérience, on essaie de l'améliorer. Donc, ça fait partie des choses que l'on regarde de façon à ce que les personnes chez eux aient justement en plus ce petit rond qui tourne en attendant que la vidéo elle arrive et qu'on ait toujours une qualité de service permanente avec la meilleure qualité vidéo possible. Je reprends sur cette question de latence, c'est quelque chose qui est très important, je crois, dans les réseaux de 5G, notamment pour les prochains usages qu'on aura de cette 5G. Alors, pour l'instant, je crois que c'est très prospectif, mais c'est la Smart City ou le Smart Building où on a besoin justement d'une latence très courte. Vous, comment vous vous adaptez à ça? Et justement, est-ce que on a vu avec FJ, vous étiez très réactif face à l'évolution des normes et puis des usages. Est-ce que ça peut être un projet qui peut vous amener à revenir vers l'IETR ou d'autres acteurs académiques pour défricher un petit peu, produire des technologies adaptées à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux usages? Oui, donc nous, on regarde des choses autour de l'intelligence artificielle. Donc, on avait déjà commencé à essayer de réduire nos latences dans nos encodeurs. Donc, essayer de prédire de manière encore plus rapide que ce que l'on fait pour compresser toujours de manière plus efficace. Donc, on a un concours d'innovation sur ce sujet-là. Mais on va certainement essayer de trouver une solution par la suite pour essayer de voir. Aujourd'hui, nos latences d'encodeurs, c'est entre 2 et 3 secondes parce qu'on ne peut pas compresser de manière efficace sans avoir un minimum de latence aujourd'hui. Sur des latences où on est très très faible, du coup, on ne va pas avoir ces mêmes débits que ce qu'on vise. Donc, et l'IA permettrait à quel moment ça interviendrait? C'est vrai que là, pour le coup, nous, ça nous permet de déterminer des coûts très très vite sur des coûts d'image. Donc, on va essayer de deviner notre futur. Alors, c'est pas facile à comprendre, mais en gros, on vient garder quelques images dans notre encodeur et ces quelques images, on est capable de les prédire très très rapidement. Et c'est l'objet qu'on cherche à avoir. On définit un coût à une image. Un coût, c'est un coût en nombre de bits. Et on essaie de le définir de manière le plus rapidement possible. Et donc c'est un des moyens qu'on a regardé via ce concours d'innovation notamment, et qu'on va certainement regarder à un moment donné. On va chercher des cas d'usage qui vont nous permettre de continuer de grossir. Des cas d'usage chez du gaming, il y a des cas d'usage qui vont nous permettre de regarder d'une manière différente. Aujourd'hui, on a aussi un point important qui a été gardé jusqu'ici, c'est de garder la partie décodage, donc la partie décodeur à un niveau de complexité qui est faible vis-à-vis de la partie compression vidéo. Donc, le décodeur, on est entre une complexité de 1 à 2, donc 2 fois plus maximum pour une nouvelle génération. Alors que pour la partie compression vidéo, on en a entre 6 et 10. Donc, les prochaines générations d'encodage ou de streaming ou de distribution vidéo est en train de remettre en cause ce paradigme et d'essayer de voir pour que l'encodage et le décodage aient des complexités similaires et pas des complexités de mise en œuvre qui pourraient... Important exploser. pour que ce soit moins complexe, et c'est justement pour les acteurs qui décodent, c'est que ce soit plus facilement utilisable. Ça fait une adoption plus rapide. Donc aujourd'hui,
Si on prenait avant, il fallait à peu près 4 ans ou 5 ans après qu'un standard soit terminé pour avoir une implémentation hardware. Et même les encodeurs étaient en hardware. Nous, on fait tout en logiciel aujourd'hui. Donc, on peut le mettre dans le cloud. Ça fait partie de la flexibilité qu'on a. On peut faire des mises à jour hyper rapides. Tout ça, c'est la tendance du moment, de pouvoir être hyper flexible et de ne pas être dépendant du hardware qui est très dur à mettre à jour. Du coup, donc, quand le standard finit, on n'a pas cette implémentation hardware côté décodeur. Donc, le décodeur, il cherche à faire en sorte que ce soit pas très, très complexe, de façon à ce qu'on puisse avoir une adoption très, très rapide des manufactureurs de système on chip, qui va leur permettre d'avoir quelque chose assez rapidement sur le marché. Aujourd'hui, on parle de 2 ans après. Donc, faire un ASIC, un système on chip, aujourd'hui, 2 ans après, c'est sur des délais qu'on est très, très, très court en termes de délai. Et donc, pour ça, sachant que c'est la mémoire qui coûte quasiment le plus cher dans ces systèmes on chip, on cherche à avoir des solutions qui ne coûtent pas plus en mémoire et qui ne soient pas trop dures à implémenter pour ces personnes. Je me permets juste on arrive à peu près au bout d'une petite heure d'échange. Je rappelle juste aux participants qui nous regardent, voilà, de ne pas hésiter à poser vos questions sur le live. Donc, je suis en direct. Donc, on passera aux questions-réponses dans quelques minutes. On attend vos questions. Un petit point juste pour finir cette partie un peu plus prospective. Wassim Hamidouche, on a évoqué avec Atem avec Monsieur Rollet, quelques pistes d'évolution technologique, des nouveaux marchés qui vont arriver, la 5G. On a parlé du streaming, du paid streaming, mais du gaming qui va justement demander, on le sait, une latence plus faible et puis des volumes plus importants. Est-ce que ça, vous êtes en train de préparer l'avenir au sein de votre laboratoire? Est-ce que vous vous y préparez? Oui, en fait, aujourd'hui, on travaille en fait sur des technologies qui sont en rupture, et notamment en fait les approches qui sont standardisées. En fait, c'est des approches, on va dire conventionnelles ou classiques, qui sont développées depuis 20 ans avec des améliorations en fait sur les différents blocs. Et aujourd'hui, en fait, on vient de voir apparaître avec l'émergence de l'intelligence artificielle des solutions qui sont complètement basées sur l'intelligence artificielle. Et du coup, avec ce qu'on appelle des auto-encodeurs, on arrive à avoir un système de codage et décodage qui est symétrique et qui remplace en fait toutes les briques qui ont été développées depuis 20 ans. Et du coup, on travaille sur cette technologie en fait qui compresse de l'image avec de l'IA. Donc, on a une test chiffre avec Atem, on a des tests chiffres aussi avec d'autres partenaires comme Orange, des projets aussi collaboratifs sur ces sujets pour préparer les nouvelles technologies sur le codage vidéo. Et ces technologies, en fait, elles ont des performances qui sont assez impressionnantes, en fait, pour un ordre de grandeur. En 3 ans, sur la compression d'images fixes, on a réussi, en fait, à être en compétition avec des technologies qui ont été optimisées sur 30 ans. Donc, en 3 ans, en fait, on arrive à avoir des performances de codage qui sont similaires à ce qu'on a aujourd'hui avec la nouvelle norme. Après, il y a tous les aspects complexité, implémentation temps réel sur des téléphones, sur des portables, qu'il faudrait qu'on étudie aussi dans le futur. Mais c'est des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Mais c'est pas peut-être une nouvelle dimension de votre travail sur le science numérique? Il faut, j'imagine, vous êtes un institut télécommunications et électronique. Comment vous complétez, vous enrichissez justement votre savoir-faire sur ces questions-là? En fait, c'est notre métier de chercheur qui nous permet d'être en permanence en développement et suivre en fait les nouvelles technologies. Et on s'adapte, que ce soit sur la formation, parce qu'on propose de nouveaux cours aussi aux étudiants sur l'intelligence artificielle, sur le codage basé intelligence artificielle. Et on suit aussi les travaux de recherche. Et bien sûr, nous aussi, on participe à ces travaux à travers des thèses, à travers des post-doctorants qui sont très brillants d'ailleurs, et qui travaillent sur ces sujets et qui vont après dans les entreprises ou être aussi chercheurs. Donc, on est vraiment dans cet écosystème dynamique, à la fois pour proposer des solutions qui peuvent aller aujourd'hui sur le marché tel qu'on l'a fait dans Effigy, et préparer aussi les solutions du futur. Et là où l'écosystème change aussi, parce que les grands groupes comme Google, Apple, ils seront beaucoup investis sur ces nouvelles technologies et pareil, donc il faut qu'on soit présent sur ces techniques.
Et est-ce que sur cette question, justement, on voit que les choses bougent à nouveau, s'accélèrent, hein, c'est un peu le thème, c'est que la recherche vous permet d'accélérer les travaux d'Athème pour être prêt pour proposer des produits. On voit que la prochaine, je ne sais pas si on parle de génération, mais on va avoir des besoins différents, nouveaux, qui consomment moins, qui produisent, qui ont plus d'intelligence, si c'est ça l'intelligence artificielle. Est-ce que la prochaine norme va adapter ça? Est-ce que vous travaillez déjà ou est-ce que vous vous préparez déjà à la prochaine norme de compression d'ores et déjà? Ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Non, non, il y a une norme déjà en élaboration qui va, alors, comment dire, on a un peu un bac à sable à un moment donné dans lequel on va continuer de faire de la recherche à MPEG. Donc, c'est pas bac à sable, donc peut-être c'est un terme un peu de recherche pour. C'est ça. Voilà, on continue en fait à faire un peu des tests, des expérimentations avec des gens qui vont proposer des technologies. L'activité en elle-même, elle n'a pas démarré en tant que standard, mais dès que c'est prêt, il y a une activité de standardisation qui va être démarrée, parce qu'un standard, ça dure 3 ou 18 mois, 3 ans ou 18 mois. Donc, on ne peut pas démarrer trop tôt. Donc, il faut que la maturation du projet soit suffisamment prête pour qu'on puisse démarrer le projet en question. Donc, il y a une activité en cours de standardisation, mais pas encore en démarrer complètement au niveau syntaxique, etc., qui va nous permettre en fait de créer un nouveau codeur. Et par rapport à moi, du coup, donc pour l'instant, on reste quand même sur des approches traditionnelles, parce que c'est quand même la demande. Là, c'est vraiment quelque chose en rupture, donc il va certainement prendre plus de temps. Donc c'est pour ça qu'aussi, nous, on a une test chiffre, comme disait Wassim, ensemble, sur ce sujet-là. Donc c'est quand même un sujet qui est plus lointain que ce qu'on a l'habitude d'avoir, parce que c'est test chiffre 3 ans, donc elle vient de commencer ou elle commence elle vient de commencer il y a 6 mois. Oui, juin 2021. Mais qui nous amène en fait à dans 3 ans, et qui pour moi est un sujet déjà très expérimental, parce que très en rupture avec notre façon de faire, et du coup qui va avoir plus d'impact que ce qu'on a eu dans le passé, parce que c'est très en rupture avec la façon de faire. On n'est pas sur comme disait Wassim, sur une amélioration, on va dire, incrémentale, même si beaucoup plus complexe à chaque fois. Là, on est sur un changement de paradigme entre ce qu'on avait l'habitude de faire et ce qui pourrait devenir la prochaine solution de compression vidéo. Et pour une entreprise comme Athème, en tout cas pour n'importe quelle entreprise, c'est un risque d'être un peu plus en amont sur des technologies un peu plus disruptives. Et est-ce que vous imaginez déjà, est-ce que vous avez des objectifs quand même de croissance à partir de ce type de technologie? Est-ce que c'est trop tôt? Pour l'instant, c'est trop tôt. Donc, si on prend juste, on a tous travaillé à un moment donné sur l'augmented reality, l'extended reality, sur de la vidéo à 360. Ça a été plutôt un échec à chaque fois que ça a été démarré. Notre modèle aujourd'hui reste sur le modèle 2D. Effectivement, on commence à nous demander de réduire de la latence. On reste quand même dans un modèle assez traditionnel. Donc là, ça voudrait dire changer de manière un peu plus globale notre modèle, mais ça veut dire aussi que c'est potentiellement un nouvel entrant qui pourrait être notre compétiteur de demain. Donc nous, on garde justement, essayer de faire en sorte de garder de l'avance sur cette partie-là, mais pour l'instant, ça reste un modèle qui est complètement en rupture avec ce que l'on fait de manière traditionnelle aujourd'hui. Vous conservez... En fait, pour compléter, en fait, le défi aujourd'hui pour les entreprises, c'est de rester compétitifs sur leurs produits pour continuer en fait à avoir des clients aujourd'hui, et aussi être très attentif à ce qui se passe dans le futur pour être présent, à s'adapter rapidement, parce que le marché évolue très vite, et tout le défi ou le challenge aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions en fait qui sont commercialisées avec succès aujourd'hui, mais aussi être attentif sur les technologies du futur, s'il se passe quelque chose, d'être prêt à s'adapter au nouveau marché, parce que ça va très vite. Et pour revenir sur la future norme qui sera développée à l'horizon 2025 ou 2027, ça va très vite aussi, même si on est hésitant sur l'aspect commercial, mais sur l'aspect technique, des entreprises à l'international offrent déjà 20% de réduction de débit par rapport à VVC.
Sachant que l'objectif... VGC qui est entré en application là, il y a eu un an. Un an, ouais. Donc tout s'emballe et ça va très vite. Et et tout le défi, c'est de tirer profit d'un côté technologique et business de ces technologies. C'est peut-être pas l'ambiguïté, mais la schizophrénie d'un groupe industriel, c'est d'arriver à rester connecté à ce qui se passe en recherche pour préparer le coup d'après, tout en ayant une croissance qui soit capable de financer les travaux actuels. Est-ce que vous, Monsieur Rollet, est-ce que vous souhaitez toujours, est-ce que vous avez toujours comme objectif de garder ce 20-30% de croissance que vous avez par an? C'est toujours le rythme de croisière? On est coté en bourse, donc je peux pas te dire tous les chiffres aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est une 10 à 15% de croissance par an. J'étais enthousiaste, mais c'est mais déjà pas mal. Si on peut faire mieux, on essaiera de faire mieux. Un point qui est quand même important sur la partie futuristique et de voir comment on peut grossir, c'est d'essayer de trouver quand même des points sur lesquels on a des nouveaux marchés. Quelque chose qui est purement en rupture technologique va être quand même assez difficile à faire passer. Donc on a plutôt tendance à essayer de trouver des nouveaux marchés. Donc un d'entre eux là qu'on était en train de regarder, c'est sur la 5G parce que on voit une consommation massive arriver et avec des moyens qui peuvent être un peu différents de ceux qu'on avait vus jusqu'ici. Aujourd'hui, quand on consomme de la vidéo sur un téléphone, on est très peu souvent en mobilité finalement. En tout cas, on a déjà téléchargé le contenu sur notre téléphone pour pouvoir le regarder. Là, l'objet, c'est de pouvoir regarder du contenu même dans la voiture. Donc, le véhicule autonome risque d'arriver à un moment donné ou à un autre. Je confirme qu'on ne peut pas voir de film dans le train en 4G. C'est pas encore possible. J'étais en train de tester de la basse latence, ça fonctionnait plutôt pas mal jusqu'à ce qu'on tombe dans des trous, effectivement, où quand on se rapproche de certaines campagnes, eh ben, on n'a plus la connexion qui va bien, quoi. Et la 5G, peut-être qu'on peut en faire un petit focus parce que c'est intéressant de voir que la 5G, il y a peut-être 4-5 ans, était vraiment au cœur d'une révolution numérique. Comme je le disais sur le smart building, smart city, des questions un peu vagues, mais pour l'instant, et on imaginait que ce type de technologie, d'hyperconnectivité allait être permise par la 5G, et on constate, pour le coup, c'est vraiment très actuel, que la 5G n'a pas encore trouvé ses applications. Comment un groupe comme Atem, justement, qui identifie un marché à quelques années, peut s'adapter à une technologie qui peut-être prend un peu de temps pour s'ancrer dans les usages? Ça nous arrange des fois que ça prenne un peu de temps, ça nous laisse un peu plus de temps pour développer les choses et de trouver les cas d'usage. Aujourd'hui, un des cas d'usage de la 5G, c'est de la 5G dans les stades, donc d'avoir de pouvoir continuer de regarder sur son mobile un autre angle de vue que celui sur lequel, quand on est placé dans le stade, qu'on a. Donc de pouvoir parce qu'on est trop loin du but, de pouvoir avoir une caméra qui serait sur le mobile qu'on pourrait regarder. Juger soi-même s'il y a faute ou pas. Alors, les replays, ils sont pas trop, on n'est pas très très fan. Ça peut amener des bagarres dans les stades. Donc là, c'est plutôt de rester quand même sur du live, de façon à garder en fait uniquement le fait de pouvoir consommer une vidéo d'un autre angle de vue que celui qu'on est en train d'avoir. Donc ça, c'est des points sur lesquels la 5G peut être très très intéressant avec son hyperconnectivité. Vous testez ça? Vous avez des idées on a un projet en cours, alors qui est aujourd'hui qui est financé en Angleterre. Donc c'est un des projets qui s'appelle 5G Vista, qui a pour objectif en fait de pouvoir diffuser dans un stade et d'avoir plusieurs caméras dans ce stade qu'on pourrait regarder sur son mobile. Puis après, il y a le cas d'usage d'Orange, qui ressemble plus à la distribution, dans lequel on a un certain nombre de chaînes qu'on a en live aujourd'hui, donc les 25 chaînes de la TNT, notamment, donc ce qu'on reçoit aujourd'hui à la maison chez tout le monde, dans lequel on sait qu'on a un certain nombre de chaînes qu'on ne pourra pas consommer de manière traditionnelle, donc ce que je disais tout à l'heure en unicast, on vient chacun a son contenu et chacun vient le regarder comme il veut. On pense qu'il y aura quand même un certain nombre de personnes qui vont continuer de regarder les chaînes classiques, donc les 6 premières chaînes qui sont les plus regardées en France aujourd'hui, puis d'autres un peu moins regardées, dans lesquelles on pourra vraiment avoir cette consommation unicast, mais plutôt pour les premières, quand même rester sur une consommation multicast, donc parce que trop regardé aujourd'hui et trop de bandes passantes utilisées par ces chaînes-là.
Donc ça, c'est à peu près les 2 cas d'usage. Et puis après, il y a des cas d'usage de contribution. Alors, contribution, c'est ce qu'on fait au niveau du stade pour pouvoir après diffuser après sur un réseau. Au niveau de la contribution, on se retrouve à faire de la remote production. Donc en fait, c'est TF1, ils restent chez eux au lieu d'aller sur le stade de foot. Et depuis chez eux, en fait, ils sont capables de driver les caméras à distance parce qu'il y a une latence qui est très très faible au niveau de la contribution et qui leur permet en fait de commander les caméras, de changer l'angle de vue, de sélectionner la caméra qu'ils voudraient en fait afficher par la suite sur la télé. Donc tout ça, c'est fait, ça pourrait être fait à distance. Aujourd'hui, c'est fait dans des camions qui sont dans les stades, mais on commence de plus en plus à regarder, à faire ces productions de manière ce qu'on appelle en remote production. Ça paraît très concret. Vous avez une idée de combien de temps, dans combien de temps vous aurez une offre commerciale sur ces questions-là? Il y a déjà des offres commerciales qui se sont positionnées sur ce genre de réseau. Après, bon, voilà, c'est des réseaux sans fil, c'est des réseaux attaquables. Donc d'accord, il y a une partie cybersécurité. S'il n'y a plus d'événements qui sont retransmis parce que quelqu'un a attaqué le réseau, bon, il y a quand même des choses qui se posent après comme problématique qu'on n'a pas quand on met un câble et qu'on envoie depuis le stade. À Rennes, vous avez quelques compétences en cybersécurité, ça devrait être... Je pense que cette dynamique en cybersécurité permettrait aussi de sécuriser en fait les réseaux 5G. Et en parlant en fait des grands camions qu'on voit généralement devant les stades, en fait, ça a un impact écologique aussi parce qu'à chaque fois, on doit déplacer ces camions sur des fois des centaines, des fois des milliers de kilomètres en Europe pour diffuser des matchs ou diffuser des événements sportifs. Et à travers ces nouvelles technologies, l'objectif, c'est, comme disait Michael, en fait, avec le remote, sans envoyer des camions, on arrive en fait à diffuser un événement sportif avec une très bonne qualité et une très faible latence. Et ça, c'est un défi, que ce soit, en fait, c'est un défi écologique et aussi, il y a du business aussi à avoir. Sur ces questions, vous avez juste parlé d'une expérimentation en Angleterre, en tout cas sur le live. Est-ce que ça veut dire que votre marché, il est plus en France? Vous avez parlé de 10% d'activité en France. Est-ce qu'il y a ces nouvelles technologies, cet avenir, ces questions prospectives, elles se jouent en dehors de la France ou est-ce qu'on pourrait imaginer des choses ici? On peut faire la même chose en France. C'est juste que y a une demande. Le marché, donc Atem, c'est aujourd'hui 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, comme je disais, on fait 10% en France. Et si on faisait toutes nos ventes en France, on ferait pas grand-chose. Donc, on est obligé aujourd'hui de s'externaliser. Mais on refait à peu près la même chose. Enfin, les standards sont internationaux. Donc, nos solutions sont... Alors, il y a quelques différences des fois sur des standards américains, des standards européens, mais c'est quand même des standards qui sont globaux aujourd'hui, donc qui fait quand on développe quelque chose une fois, en général, on le réutilise pour d'autres. Et ce qu'on fait aujourd'hui dans les stades, sur le stade en Angleterre, et on pourrait le faire très bien aujourd'hui dans un stade en France. Donc, Orange Vélodrome pourrait être un cas d'usage qui pourrait être répliqué. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qu'on met dans le stade. Donc, c'est effectivement, plus il y a de stades à équiper avec ce système-là, plus c'est intéressant pour nous. Très bien. Écoutez, je vais faire un dernier appel. Si on a une question qui arrive sur la plateforme, on en a une, mais qui va peut-être nous permettre de conclure. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, moi, je peut-être revenir sur cette grande heure du coup qu'on a passé ensemble. On va revenir sur le projet Effigie. Pourquoi on va dire on peut affirmer que c'est un succès. Quels sont les critères du succès? Je vais de ce qu'on a pu échanger maintenant, ce qu'on comprend, c'est que d'une part, il y avait une proximité entre l'industriel et entre les industriels et la recherche qui a quand même facilité la collaboration, si j'ai bien compris. Vous venez d'INSA Rennes, vous avez engagé Monsieur Amidou, donc ça a fluidifié. Du côté recherche, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une disposition à travailler avec la recherche, avec l'industrie, pardon, qui a aussi aidé à la collaboration. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et puis surtout, vous avez réussi à respecter des délais qui sont peut-être parfois qui peuvent faire peur quand on s'adresse à la recherche publique parce que parfois les temporalités sont pas forcément les mêmes. Là, j'ai l'impression que la vision très industrielle
vous a permis en 3 ans d'atteindre l'objectif qui a été fixé. Et est-ce que c'est bien résumé, ce projet FIJ? Non, c'est bien résumé. Je pense que l'État français a pris un risque aussi, parce que c'était un projet en avance de phase. Pour un FUI, c'est un projet en avance de phase. Et nous, on a essayé de montrer à l'État que il s'était pas trompé en nous aidant, parce que c'est aussi un point important. Donc le projet avait été très très bien noté dans son évaluation, mais c'est vrai que c'est un projet qui est, par rapport à un FUI, on est plutôt sur, le projet qu'on a actuellement en fait en cours correspond plus à un projet FUI qu'on aurait pu déposer à ce moment-là, parce qu'il est plus applicatif, il utilise des standards déjà existants, alors que là on était dans la création de ce standard et dans l'exploitation de ce standard juste à la fin. Et je pense qu'on l'a bien mis en avant, et je pense que l'État français finalement nous a fait confiance, mais d'une certaine manière, on ne s'est pas trompé non plus. Et pour nous, effectivement, c'est un accélérateur par la suite, et un accélérateur important. Très bien. Mais pour le coup, j'espère vraiment que ça a été montré à l'issue de cet échange. Maintenant, on a compris que ATEM vraiment va s'appuyer sur ce premier projet pour déployer dans des applications un peu plus précises avec des acteurs de terrain ce qu'il a développé pendant ce projet FIJ. On a l'impression que les projets collaboratifs ne vont pas s'arrêter de sitôt. Vous avez plein de pistes de développement dans le sport, dans le streaming, dans la 5G. L'IA, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être quelque chose qui va aussi beaucoup vous intéresser, voire transformer un petit peu vos activités de recherche. Écoutez, je vous propose qu'on conclue. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier rendez-vous POC Story. Tout de suite, je vais redonner la parole à Jennifer de Cap Digital. Je remercie tous les participants de nous avoir suivis et d'avoir, j'espère vraiment, apprécié cet échange sur la compression vidéo qui était assez passionnant. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous invite à... Voilà, merci. Jennifer Lecomte, le mot de conclusion, c'est pour vous. Merci. Oui, je vais conclure. Donc, vous avez bien compris, hein, c'est vraiment un projet emblématique qui est vraiment au cœur des problématiques qui sont adressées chez Cap Digital, la transition numérique, la transition écologique, donc qui sont vraiment portées par le pôle. Juste pour un peu rappeler l'accompagnement de Cap Digital sur ces projets collaboratifs et également sur les projets individuels. Hein. Donc je suis responsable de l'équipe R&D. C'est vrai que je ne me suis pas présentée au départ, mais voilà. Donc on s'occupe d'accompagner tous les porteurs de projets. Déjà en amont de phase pour regarder un petit peu l'adéquation en fait entre le projet qu'ils souhaitent porter et le financement qui le recherche. Donc, juste pour rappeler un petit peu le mécanisme du financement qui était le FUI. Hein, donc, c'était vraiment pour permettre ces projets collaboratifs. Hein, les pôles de compétitivité sont vraiment créés pour faire parler ensemble justement les différentes typologies d'acteurs, c'est-à-dire les laboratoires de recherche, les entreprises, les collectivités territoriales, les faire se rassembler autour de projets d'envergure. Et c'est vraiment ça le rôle des pôles. Donc, on a dans notre accompagnement effectivement cet accompagnement au financement, plus largement un accompagnement en fait à former. À faire émerger des projets et à former des collectifs, des partenariats entre ces différentes typologies d'acteurs. Donc ça, c'est notre première mission. Donc si vous voulez porter un projet, que vous cherchez des partenaires, vous pouvez venir taper à notre porte pour essayer justement de monter des consortiums à fort impact. Également ensuite sur les leviers de financement, hein, je rappelle que dans ce genre de projet, évidemment, les entreprises sont financées en fonction de leur taille à hauteur environ de 50%. En revanche, les laboratoires de recherche sont financés à 100% sur ce type de projet, évidemment. Donc voilà, ça va permettre aussi d'aller chercher en fait le bon appel à projet pour le bon projet. Donc effectivement, le FUI n'existe plus. Maintenant, il a été remplacé par
le PSPC maintenant par une autre typologie de projet qui s'appelle IDEMO, hein, ce qui est le successeur du PSPC. C'est possible qu'il y ait un PSPC régionalisé, mais pour l'instant, on n'a que la version IDEMO. Et de plus en plus sur la stratégie, sur les différentes stratégies d'accélération du PIA 4, on voit que sur ce nouveau PIA, le retour vraiment des appels à projets collaboratifs qui ont été un peu oubliés sur le PIA précédent et que là on voit revenir en force sur les différentes stratégies d'accélération du gouvernement où vraiment ce sont des stratégies d'accélération avec des appels à projets qui sont ouverts justement au consortium. Sur les questions de transition numérique et énergétique, pour le coup, les financements sont là et la dynamique est là. Exactement. On parlait de IDEMO. Le IDEMO, il a vraiment au cœur la transition écologique. Donc, c'est tous les projets qui ont ce cœur-là et qui portent cette ambition. Donc, voilà. Et ensuite, sur les différentes stratégies d'accélération et sur les différents appels à projets de l'État, on voit bien que cette notion de responsabilité écologique et sociétale est vraiment très très prégnant dans ces appels à projets et donc l'État cherche à financer des projets qui justement adressent ces enjeux-là, peut-être pas dans leur finalité, mais en tous les cas dans les processus d'innovation, il faut faire rentrer cette notion de responsabilité dans les processus d'innovation et ça c'est vraiment un enjeu très important sur les différents appels à projets. Donc notre accompagnement va aussi évidemment sur le bon appel pour le bon projet et puis également donc une phase d'expertise de projet en amont du dépôt. Nous sommes adossés avec un pôle d'experts qui nous donnent de leur temps pour expertiser ces projets et pour justement les rendre le plus robustes possible juste avant le dépôt sur le financement. Augmenter le taux de sélection. Enfin, l'idée, c'est vraiment ça, évidemment, le rôle du pôle. C'est le rôle des pôles, c'est vraiment d'accompagner les acteurs pour renforcer leur projet, pour faire en sorte que leur projet ait encore plus d'impact jusqu'au moment du dépôt. Évidemment, pour les meilleurs projets, nous décernons le label des pôles qui est un gage devant les financeurs de la performance et de l'intérêt du projet qui est porté par les différents acteurs. Et ensuite, évidemment, nous avons toute une partie aussi valorisation et suivi de projet qui est très importante pour nous et c'est pour ça que nous continuons à suivre nos membres et les projets que nous accompagnons. Et à organiser des événements de présentation. Exactement, pour les valoriser, pour valoriser aussi cette recherche collaborative entre acteurs publics et privés. On n'accompagne pas que des entreprises, on accompagne également les laboratoires de recherche et les collectivités territoriales. Et donc, c'est valoriser tous ces acteurs-là sur la chaîne de la compétitivité et de la recherche. Voilà. Et je finirai là-dessus. Donc, merci beaucoup. Florent. Merci à vous, merci de votre accueil, en tout cas de POC Média, c'était un plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain POC Média. Avec plaisir, POC Story. POC Story, oui, pardon. Oui, un prochain POC Story en compagnie de Florent. À bientôt, merci à vous de nous avoir accompagnés sur cette matinée et très bonne journée à tous. Merci à tous.